Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la balade multimodale. Aujourd'hui, pour ce dernier podcast de l'année, nous allons nous immiscer dans le monde des fresques. Fresqueuse d'un jour, fresqueuse pour toujours, j'ai le plaisir d'échanger avec Florence Bossement et Violette Anger qui sensibilisent leur entourage, professionnel ou non, aux causes et aux conséquences du dérèglement climatique. Bonjour Florence. Bonjour Mathilde. Bonjour Violette. Bonjour Mathilde. Alors, première question essentielle, que sont ces fresques? D'où viennent-elles? La fresque du climat, c'est un atelier ludopédagogique qui permet d'appréhender les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Il a été inventé par un ingénieur, enseignant-chercheur, Cédric Ringenbach. En fait, à l'origine, c'était pour faciliter la compréhension des enjeux du dérèglement climatique par ses étudiants. Il s'est rendu compte que d'expliquer les rapports du GIEC, donc qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, de façon magistrale, ça ne fonctionnait pas vraiment. Et donc, il a eu l'idée d'inventer ce jeu en découpant les schémas des rapports du GIEC, dégager des mots-clés, trouver des images fortes pour expliquer simplement les dérèglements climatiques. Tu as dit que c'était un atelier ludopédagogique. Il faut peut-être souligner que c'est un atelier collectif, donc qui s'organise avec un minimum de 6 participants et qui est animé donc par un fresqueur qui n'est pas exactement un formateur. Alors, justement, toutes les deux, vous êtes formatrices et fresqueuses. Quelle est la différence en termes de pédagogie, d'animation? Quelle posture est-ce que vous adoptez? En tant que formateur, on peut utiliser plein de méthodes pédagogiques différentes. La fresque, comme Florence l'a expliqué, c'est un atelier ludopédagogique. Donc c'est un jeu collectif et à travers ce jeu, en faisant le jeu, eh bien on apprend. Donc être formateur, c'est mettre en place plein de méthodes pédagogiques différentes. Être fresqueur, c'est accompagner un collectif de personnes dans l'appréhension de cet atelier. Donc c'est avoir une posture, on va dire, hem, de côté, d'accompagnateur, pas de coach vraiment, mais de guide, on va dire, dans le jeu, un peu comme un maître du jeu et on laisse vraiment les participants, échanger entre eux. Tout ce qu'il y a à découvrir est déjà dans le jeu. Alors, j'imagine que vous devez éclairer sur certaines notions, parfois mal comprises ou mal connues. Mais oui, et c'est ce en quoi consiste la formation de fresqueur. D'ailleurs, on peut dire peut-être que ça fait partie des formules qui sont transmises par l'association Fresques du climat. C'est en fresquant qu'on devient fresqueur. C'est quelque chose d'important parce que les gens qui participent à la fresque peuvent eux-mêmes devenir fresqueurs, c'est-à-dire devenir animateurs de la fresque. Oui, parce qu'il y a certaines notions qui sont assez complexes, mais nous sommes là pour amener le groupe à avoir une réflexion collective autour des concepts qui sont abordés, pour faire les liens entre les causes et les conséquences sur le dérèglement climatique. Et la fresque est un outil pédagogique vraiment très efficace. On apprend vraiment beaucoup de choses en peu de temps. Comme l'a dit Violette, hein, c'est un atelier qui est participatif, il est basé sur l'échange, sur la collaboration entre les personnes. Il est ludique, on s'amuse malgré la gravité du sujet abordé. Il est créatif. Après la phase de compréhension qui consiste à poser les cartes pour créer la fresque en tirant les liens, les participants, expriment ce qu'ils ont ressenti tout au long de leurs échanges en dessinant, en trouvant un titre à leur fresque. Heu et le secret de l'efficacité pédagogique réside également dans la manipulation des cartes dans la liberté de mouvement. On rappelle juste, le jeu est composé de cartes qui illustrent les grands phénomènes qui sont impliqués dans le changement climatique, c'est bien ça? La fresque est un jeu de cartes, en effet, qui permet de dérouler les différentes composantes du changement climatique. Donc ça va des activités humaines
jusqu'aux impacts sur la biodiversité, en passant par la hausse de la température et la montée des eaux. Donc, les cartes sont découpées en 5 grands lots, ce qui permet d'aborder progressivement les différents sujets. Chaque atelier, chaque fresque est différente d'un groupe à l'autre. Exactement. Est-ce que parfois vous êtes confronté à des situations peut-être un peu plus difficiles? Parce que vous le disiez tout à l'heure, ça peut être un peu anxiogène en fonction des thèmes abordés, en fonction de ce que certains découvrent, qui sont plus ou moins sensibilisés déjà, à cette thématique. Qu'est-ce que vous constatez comme effet sur les apprenants? Il s'agit d'une prise de conscience, en fait, chez les participants, heu, la fresque selon, leurs attentes, selon, leur sensibilité, ils sont plus ou moins touchés, plus ou moins affectés par les constats qui sont faits par le jeu, par le groupe. Il peut y avoir des gens qui, sont un peu plombés et puis, il y a des gens qui au contraire, sont motivés justement parce qu'ils ont besoin de cette prise de conscience collective pour se dire: «Bon, bah, maintenant qu'on a compris, bah, ça me donne envie d'agir» et puis, bah, du coup, c'est ça, l'objectif de la fresque. La fresque est bien pensée, c'est-à-dire qu'elle se déroule en 3 grandes étapes. Donc il y a cette première étape de compréhension où on découvre, au fur et à mesure les causes et les conséquences du dérèglement climatique, où on pose les cartes, on tire les liens. Ensuite, il y a cette deuxième phase de créativité où on va pouvoir exprimer ses émotions ressenties, avec des crayons de couleur, des feutres, trouver un titre à la fresque. Donc, c'est voulu, hein, que les participants arrivent dans un état, parfois un peu déprimé, hein, au moment de la fin de la première phase. Ça fait partie de la prise de conscience et puis il y a une dernière étape qui est, l'étape, action où là vraiment, on a compris et maintenant on va pouvoir agir, à notre échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser la vapeur? La fresque est un outil vraiment très efficace pédagogiquement, hein. C'est un atelier qui a fait ses preuves. Il y a plus d'1,2 million de participants dans le monde, puisqu'elle a été, dispensée dans plus de 150 pays. Elle a été traduite en 45 langues, différentes. Le modèle de l'atelier de la fresque, il a été décliné sur de nombreux sujets. On en trouve une sur le numérique, sur la biodiversité, l'eau, les déchets. Le succès de la fresque, ça rejoint les grands principes, de la neuroscience. C'est-à-dire que l'on apprend en faisant, en étant, dans l'action, Est-ce dans que la parfois vous êtes encore surprise du résultat que certains, participants peuvent amener? Bah, ça, je dirais que oui, on est toujours surpris et c'est pour ça que c'est quand même super d'être formateur parce que je l'ai largué à la formation, mais que ce soit, dans la fresque ou dans un groupe d'apprenants, évidemment, il y a toujours des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des réflexions, des apports, des nouveautés, des, choses qui permettent de dire: «Ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça». Et dans la fresque, oui, c'est évident, un groupe de stagiaires, de par son origine sociale, son milieu professionnel, son âge, il y a plein de choses qui font que ce ne sont pas des gens qui viennent avec les mêmes choses à apporter, les mêmes attentes et et puis, la manière dont chaque individu reçoit, le constat, ben, lui est propre. Donc il y a des gens qui vont, avoir besoin de temps, de même beaucoup de temps, au-delà de la fin de l'atelier pour pouvoir digérer, ce qu'ils y ont, appris, découvert et voilà, chacun son rythme et oui, effectivement, chaque fresque est différente et chaque ambiance de fresque est aussi différente. Oui. Et alors, vous, en tant que fresqueuse, vous avez donc une posture, vous l'avez dit tout à l'heure, qui était un peu différente de la posture de formatrice, que vous adoptez habituellement. Est-ce que cette posture de fresqueuse nourrit également votre posture de formatrice? moi je dirais que oui. Oui, c'est vraiment un positionnement, qui est intéressant de facilitatrice d'apprentissage. Ouais, c'est vraiment inspirant pour la conception de nos formations, moi ça me donne beaucoup d'idées en tout cas.
Ouais, c'est vrai. Déjà, c'est génial d'être témoin, d'un groupe, qui se construit et qui fabrique quelque chose, en quelques heures. C'est super et on aimerait, voir tout le temps ça en formation. Voir un groupe autonome, qui, se rencontre, qui partage, qui échange et qui, apprend comme ça. C'est vrai qu'on aimerait, animer entre guillemets plus de contenu de formation de cette manière-là. Parce que ça fait ses preuves aussi tout simplement et aussi parce que ça apporte de la joie dans l'apprentissage. Ce qui est, je trouve intéressant, dans cet atelier, c'est parce que ça va, s c'est ça va à l'encontre de l'idée que les gens se font de la formation ou d'un atelier. Souvent on se dit: «Bon, je vais participer à quelque chose, je m'attends à recevoir beaucoup d'informations et puis à être un peu passif, quoi. Alors que là, c'est l'inverse et puis chacun peut y trouver sa place, même si on n'est pas forcément très loquace ou un peu timide, on peut aussi trouver sa place dans le groupe et je trouve que c'est, motivant pour tous les participants. Donc c'est agréable de voir aussi, en tant que formateur, ben, de voir les participants motivés et heureux d'avoir participé. Ouais, prendre du plaisir à apprendre. Merci beaucoup Florence et Violette de nous avoir éclairés sur ces fresques. Ce podcast touche à sa fin et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du podcast de la balade multimodale.